Je m'appelle Fleur, j'ai 32 ans, et si l'on m'avait dit un jour que le plus beau moment de mon existence déclencherait une guerre nucléaire au sein de ma propre famille, je ne l'aurais jamais cru. Il y a encore 72 heures, je pensais naïvement que les liens du sang étaient sacrés, indestructibles. Mais quand j'ai vu ma mère et ma sœur marteler ma porte d'entrée hier matin, le visage déformé par une panique absolue et des larmes de crocodile, j'ai compris une vérité brutale. Pour certaines personnes, le sang ne pèse rien face à la réputation et à l'argent. Avant de vous raconter comment une simple photo, prise avec amour dans un EHPAD, a réduit en cendres l'image publique de ma mère en une seule nuit, j'aimerais sentir votre présence à mes côtés. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous découvrez cette histoire, et quelle heure il est chez vous en ce moment même. Appuyez sur le bouton j'aime si vous avez, vous aussi, déjà été forcé de choisir entre les attentes étouffantes de votre famille et ce que votre cœur savait être juste. Grandir à Limoges, cette ville historique connue pour sa porcelaine fine et fragile, semblait avoir prédestiné le destin des femmes de ma famille, être belle, froide et cassante. C'était exactement la définition de ma mère, Diane, et de ma sœur cadette, Daphné. Diane dirigeait d'une main de fer une galerie d'art contemporain très réputée en centre-ville. Elle passait ses journées à organiser des vernissages exclusifs, à boire du champagne avec l'élite locale et à s'assurer que chaque mèche de ses cheveux était parfaitement laquée. Pour elle, la vie était une performance, une scène de théâtre où l'on ne devait jamais montrer la moindre faiblesse. Daphné, de 4 ans ma cadette, était son clone parfait, sa réussite ultime. Dès l'adolescence, elle ne jurait que par les marques de luxe, l'apparence physique et le jugement des autres, sculptant sa personnalité pour plaire à notre mère. Moi, j'étais l'anomalie génétique. Le vilain petit canard qui préférait avoir de la terre sous les ongles plutôt que du vernis semi-permanent. J'étais l'erreur de casting dans ce tableau familial parfait. Pendant que Diane traînait Daphné dans les boutiques de luxe de la rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris le week-end, j'étais systématiquement laissée en garde chez ma grand-mère maternelle, Mamie Léontine. Et c'est là, dans sa petite maison modeste en banlieue ouvrière, loin des dorures et des faux-semblants, que ma véritable vie commençait. La cuisine de Mamie Léontine était mon refuge. Elle sentait toujours le beurre noisette qui rissole et la vanille bourbon. C'est elle qui m'a appris à faire des madeleines, ces petits gâteaux bien bosselés, imparfaits à l'œil mais qui explosent de saveur en bouche. Elle me disait souvent, en tricotant avec ses doigts déformés par l'arthrite, « Tu vois, ma petite Fleur, la vraie beauté, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur, pas ce qu'on montre à l'extérieur. Ne laisse jamais le monde te faire croire le contraire. » C'était Mamie Léontine qui venait à tous mes spectacles de fin d'année à l'école primaire, assise fièrement au premier rang, applaudissant à tout rompre jusqu'à s'en faire mal aux mains, tandis que la chaise réservée au nom de maman restait désespérément vide, année après année. C'était elle qui soignait mes genoux écorchés quand je tombais de vélo et mes cœurs brisés quand j'étais adolescente. Mon père, Hubert, un architecte brillant mais totalement effacé, était présent physiquement dans la maison, mais son esprit semblait toujours ailleurs, écrasé par la personnalité dominatrice et écrasante de ma mère. Il achetait la paix du ménage en se taisant, en acceptant tout, en devenant une ombre dans sa propre vie. J'ai grandi avec ce sentiment constant, lancinant, d'être une étrangère chez mes propres parents. Pour ma mère, je n'étais pas assez ambitieuse, pas assez brillante. Institutrice en maternelle ? Avait-elle ricané avec dédain le jour où j'ai obtenu mon diplôme avec mention ? C'est charmant, Fleur, vraiment. Mais c'est tellement ordinaire. Regarde ta sœur, elle est styliste, elle fréquente des gens importants, elle construit un empire. Toi, tu changes des couches et tu essuies des nez qui coulent. Je me suis habituée à ce mépris silencieux, à ces petites phrases assassines distillées lors des repas de famille. J'ai construit ma vie autour de la simplicité, loin de leurs faux-semblants, me protégeant comme je pouvais. Mais je ne savais pas que ce fossé entre nous, que je croyais gérable tant que je gardais mes distances, allait devenir un gouffre infranchissable le jour où j'ai annoncé mes fiançailles. Je pensais naïvement que l'amour pouvait tout réparer, que le bonheur d'un mariage pouvait réunir une famille. Quelle terrible naïveté de ma part. J'ai rencontré Marceau il y a 3 ans, par le plus grand des hasards. Il était venu réparer de vieux meubles en bois dans la crèche où je travaille. Je l'ai observé en silence pendant qu'il ponçait délicatement une petite chaise centenaire, avec une patience et une tendresse infinie que je voyais rarement chez les hommes de ma génération.
Marceau est ébéniste restaurateur. Son métier, c'est de redonner vie aux choses brisées, usées par le temps. Il voit la valeur et l'histoire là où d'autres ne voient que des déchets bons pour la benne. Il a cette capacité rare de comprendre l'âme des objets, et j'allais découvrir qu'il comprenait aussi l'âme des gens. Notre premier rendez-vous n'a pas été un dîner guindé dans un restaurant étoilé comme ceux que fréquentait ma mère, mais un simple pique-nique au bord de la Vienne, avec du pain de campagne, du fromage local et une bouteille de vin rouge bon marché. Nous avons parlé pendant des heures, jusqu'à la tombée de la nuit. C'est là, sous les étoiles, que j'ai su. J'ai su qu'il était l'homme de ma vie, celui qui ne me demanderait jamais de changer pour entrer dans un moule. Mais le vrai test, l'épreuve ultime pour tout homme qui voulait entrer dans ma vie, c'était le jugement de mamie Léontine. À 89 ans, elle était devenue ma boussole morale, mon détecteur de mensonges. Quand j'ai présenté Marceau à mamie pour la première fois, j'étais terrifiée. J'avais peur qu'elle ne l'aime pas, ou pire, qu'il soit mal à l'aise face à sa vieillesse. Mais dès qu'il est entré dans sa petite chambre surchauffée, il ne l'a pas regardée comme une vieille dame fragile et diminuée. Il a immédiatement remarqué la collection de dés à coudre anciens sur son étagère et a commencé à lui poser des questions techniques et passionnées sur la couture d'antan. Ses yeux à elle se sont illuminés comme je ne les avais pas vus depuis longtemps. Ils ont parlé le même langage, celui du respect du travail manuel et des traditions. Il a le regard de ton grand-père, m'a-t-elle chuchoté en me serrant la main au moment du départ, un sourire complice aux lèvres. Celui-là, ma petite fleur, tu le gardes précieusement. Il a une âme ancienne, une âme bonne. Il ne te brisera jamais le cœur. Fort de cette bénédiction, nous avons prévu de nous marier l'été suivant. Nous avions trouvé le lieu de nos rêves, un petit château en ruine mais terriblement romantique dans le Périgord, à environ 2 heures de route de Limoges. C'était parfait pour nous. Rustique, authentique, rempli d'histoire, loin du luxe tapageur et froid que ma mère affectionnait tant. Nous avions versé un acompte important de 4 000 €, ce qui représentait toutes nos économies mises de côté mois après mois. Nous étions heureux, insouciants, projetant notre avenir avec confiance. Mais la vie a un sens de l'humour cruel et imprévisible. 6 mois avant la date fixée, le téléphone a sonné en pleine nuit, ce genre de sonnerie stridente qui vous glace le sang avant même de décrocher. Mamie Léontine était tombée dans sa salle de bain. Le verdict est tombé comme un coup près, fracture du col du fémur. À son âge, c'est souvent le début de la fin, le premier domino qui fait tomber tous les autres. Les semaines qui ont suivi ont été un enfer émotionnel et logistique. L'opération s'est bien passée techniquement, mais son cœur fatigué a montré des signes inquiétants de faiblesse, et elle a commencé à faire des épisodes de confusion mentale, perdant parfois le fil de la réalité. Les médecins ont été formels et sans appel, elle ne pouvait plus vivre seule chez elle. C'était trop dangereux. Nous avons dû prendre la décision déchirante, celle que tout enfant ou petit enfant redoute, de l'installer à la résidence Les Jardins de la Briance, un EHPAD médicalisé situé à la sortie de Limoges. Marceau et moi allions la voir tous les jours après le travail. Nous la voyions décliner, perdre sa joie de vivre, devenir plus petite dans ce lit médicalisé trop grand pour elle. Mais ce qui la tourmentait le plus, ce n'était pas sa santé, c'était notre mariage. Je vais rater le grand jour, pleurait-elle un après-midi pluvieux, en serrant ma main avec ses doigts devenus si fins et fragiles. Le docteur a dit que le voyage en voiture jusqu'au château serait trop dangereux pour mon cœur. Je ne serai pas là pour te voir en robe blanche, ma fleur. Je ne te verrai pas devenir une femme mariée. Voir les larmes couler sur ses joues ridées m'a brisé le cœur plus violemment que n'importe quelle douleur physique que j'avais pu ressentir auparavant. L'idée de me marier sans elle, de célébrer mon bonheur alors qu'elle serait seule dans cette chambre, m'était insupportable. Ce soir-là, en rentrant de l'EHPAD, Marceau a arrêté la voiture sur le bas-côté de la route, sous la pluie battante. Il m'a regardé, ses yeux bruns pleins d'une détermination calme et solide. On annule le château, a-t-il dit simplement, comme si c'était une évidence. J'ai sursauté. Quoi? Mais la compte. L'argent. Et les invités? Tout est déjà calé. Il a secoué la tête doucement. On s'en fiche de l'argent, Fleur. On s'en fiche du château et des vieilles pierres. Si mamie ne peut pas venir au mariage, alors c'est le mariage qui viendra à elle. Il avait raison.
C'était une évidence aveuglante, pure. Un mariage sans elle n'aurait aucun sens, aucune saveur. Mais je savais aussi, au fond de mes tripes, que cette décision, aussi noble soit-elle, allait déclencher une tempête familiale d'une violence inouïe. J'allais déclarer la guerre à ma mère sans même le vouloir. Le lendemain matin, le cœur battant, j'ai rencontré la directrice de l'EHPAD Les Jardins de la Briance. Je m'attendais à un refus poli, à des contraintes administratives insurmontables. À ma grande et merveilleuse surprise, elle a été enchantée, presque émue par l'idée. La salle commune a de grandes baies vitrées qui donnent sur le jardin intérieur, a-t-elle suggéré avec enthousiasme. Avec un peu de décoration, des fleurs et de la lumière, ça peut être magnifique. Et honnêtement, cela ferait tellement de bien aux autres résidents. Ils ont besoin de vie, de joie. Nous avons fixé la date. J'ai officiellement perdu mes 4 000 € d'acompte au château, une somme énorme pour nous, mais je m'en moquais éperdument. Je me sentais légère, alignée avec mes valeurs profondes, libérée d'un poids. Jusqu'à ce que je compose le numéro de ma mère. Je l'ai appelée un mardi matin, sachant qu'elle serait à sa galerie, probablement occupée à juger l'accrochage d'une nouvelle toile. J'avais besoin de courage. Maman, il y a un changement de plan majeur pour le mariage, ai-je commencé, essayant de garder une voix posée et adulte. Elle a soupiré, un bruit d'agacement familier. Oh, tu as enfin décidé de changer de traiteur? Je t'avais dit que ce menu campagnard avec du pâté était trop rustique, trop vulgaire pour mes invités. Non, maman. On change de lieu. On va se marier au jardin de la Briance. À l'EHPAD. Il y a eu un silence au bout du fil. Un silence si long et si dense que j'ai cru un instant que la ligne avait coupé. Puis, sa voix est revenue, changée, tranchante comme du verre brisé. C'est une blague, Fleur? Dis-moi immédiatement que c'est une de tes blagues pas drôles et que je perds mon temps. Ce n'est pas une blague. Je suis très sérieuse. Mamie ne peut pas voyager, son cœur est trop fragile. C'est la seule façon pour qu'elle soit présente, et je ne me marierai pas sans elle. Tu veux dire que tu vas annuler un lieu historique, un château, pour un mouroir? Sa voix est montée d'une octave, frôlant l'hystérie. Tu te rends compte de ce que tu dis? J'ai invité le maire adjoint. J'ai invité les plus gros collectionneurs d'art de la région. Tu veux que je les emmène dans un endroit qui sent la soupe aux choux, l'urine et l'incontinence? Tu veux que je sois la risée de tout Limoges? Les mots m'ont frappé comme une gifle physique. La violence de son rejet était insoutenable. C'est là que vit ta mère, maman. C'est sa maison maintenant. Comment peux-tu parler d'elle comme ça? C'est une institution médicale, Fleur. C'est sordide. C'est déprimant. C'est sale. A-t-elle hurlé dans le combiné, ne se souciant plus de qui pouvait l'entendre à la galerie. Je ne laisserai pas ma fille se marier au milieu de déambulateurs, de bouteilles d'oxygène et de vieillards qui bavent. C'est du suicide social. Tu vas ruiner ma réputation. J'ai senti les larmes monter aux yeux, brûlantes, mais aussi une colère froide qui s'installait dans mon ventre. Le mariage aura lieu là-bas, maman. C'est ma décision. Avec ou sans toi. L'important, c'est que les gens qu'on aime soient là, pas le décor. L'amour? Ne sois pas ridicule, a-t-elle craché avec un mépris glacial qui m'a glacé les os. C'est ce que disent les gens qui n'ont pas de goût ou pas d'argent pour se consoler. Tu es en train de nous humilier délibérément. Si tu maintiens cette folie, ne compte pas sur moi pour sourire sur les photos. Tu seras seule. Elle a raccroché brutalement, me laissant avec le bourdonnement du vide. Je suis restée là, le téléphone à la main, tremblante de tout mon corps. Ce n'était pas juste un désaccord sur un lieu de réception. C'était un rejet total de qui j'étais, de mes valeurs, et de ce qui comptait pour moi. Ma propre mère préférait l'image sociale à la présence de sa mère mourante. Je pensais naïvement que la réaction violente de ma mère était le pire scénario possible. Je me trompais lourdement. Ma mère attaquait de front, avec brutalité, mais ma sœur, Daphné, attaquait dans le dos, sournoisement, là où ça fait le plus mal à notre époque, sur Internet et les réseaux sociaux. Daphné a 28 ans et vit sa vie exclusivement à travers les filtres d'Instagram.
Elle se considère comme une influenceuse de mode locale, une petite célébrité dans son esprit. Pour elle, un événement qui n'est pas instagrammable n'a aucune valeur, pire, il n'existe pas. Le soir même de mon annonce, mon téléphone a vibré. C'était un message vocal de Daphné sur WhatsApp. J'ai appuyé sur lecture, redoutant déjà le contenu. Coucou sœurette, sa voix était faussement douce, mielleuse, dégoulinante d'un sarcasme venimeux. Maman vient de me raconter ton projet grandiose. Sérieusement? Un EHPAD? Tu comptes servir quoi au cocktail? De la purée mousseline et des médicaments écrasés? Lol. Écoute, je te le dis gentiment, je ne peux pas être taguée dans un endroit pareil. J'ai une image de marque à tenir, moi. Mes followers vont croire qu'on est en faillite ou qu'on est devenu des cas sociaux. C'est mort. J'ai choisi de ne pas répondre, de ne pas entrer dans son jeu toxique. Mais la guerre ne faisait que commencer. Daphné n'allait pas s'arrêter à un simple message privé. Le lendemain, Marceau est rentré du travail le visage sombre. Il m'a tendu son téléphone sans un mot. Regarde ce que ta sœur a posté en story il y a 1 heure. C'était un fond noir, dramatique, avec un texte blanc écrit en police élégante. Certaines personnes dans ma famille ont décidé de toucher le fond. Apparemment, l'élégance et le bon goût sautent une génération. Quelle honte! #cauchemar, #famille de dingue, #poverty wedding. Bien qu'elle ne me nomme pas explicitement, tous nos amis communs, toute la famille élargie, savaient pertinemment de qui elle parlait. Elle était en train de me dénigrer publiquement, de monter les gens contre moi avant même que les invitations ne soient envoyées. Mais Daphné ne s'est pas arrêtée là. Elle a partagé l'information avec son groupe d'amis, ces filles clones qui se ressemblent toutes et qui adorent le drame. Dans les jours qui ont suivi, j'ai remarqué quelque chose d'étrange et d'inquiétant sur la page Google Maps de la résidence Les Jardins de la Briance. De nouveaux avis à 1 étoile apparaissaient soudainement, écrits par des profils suspects. Endroit glauque, idéal pour un mariage de plouc sans argent. Si vous voulez déprimer et sentir la mort, allez-y, odeur insupportable, je plains les familles qui laissent leurs vieux là-dedans. Je savais que c'était elle. Ces avis venaient de comptes au pseudo ridicule, mais le timing était trop parfait pour être une coïncidence. Elles essayaient de saboter l'image du lieu pour me faire honte, pour me forcer à changer d'avis par la pression sociale. Elles attaquaient non seulement mon mariage, mais le lieu de vie de ma grand-mère et le travail difficile des soignants dévoués qui s'occupaient d'elle. C'était d'une bassesse absolue. J'ai pleuré de rage et d'impuissance dans la cuisine, les mains serrées sur le comptoir. Elles sont monstrueuses, Marceau. Pourquoi me détestent-elles autant? Qu'est-ce que je leur ai fait? Marceau m'a prise dans ses bras, solide comme un chêne dans la tempête. Elles ne te détestent pas, Fleur. Elles ont peur. Ta vérité éclaire leurs mensonges. En choisissant l'amour et l'authenticité plutôt que l'apparence, tu leur montres à quel point leurs vies sont vides et superficielles. Et ça, elles ne peuvent pas le supporter. C'est un miroir qu'elles veulent briser. C'était peut-être vrai, philosophiquement, mais ça ne rendait pas la douleur de la trahison moins vive. J'étais seule face à ma propre famille, isolée, moquée. Heureusement, j'allais bientôt découvrir que la famille, la vraie, ce n'est pas toujours celle du sang. Si l'ambiance chez mes parents était glaciale et toxique, au jardin de la Briance, c'était tout le contraire. Une métamorphose incroyable s'opérait sous nos yeux. Dès que la nouvelle du mariage s'est répandue dans les couloirs, une énergie nouvelle, vibrante, a envahi l'établissement. L'EHPAD, que ma mère qualifiait de mouroir sordide, s'est mis à vibrer d'une joie collective. Chantal, l'infirmière en chef, une femme robuste au grand cœur et au rire tonitruant, a pris les choses en main. Elle a organisé des ateliers décoration avec les résidents tous les après-midi. Au lieu de regarder la télévision en somnolant comme d'habitude, les pensionnaires s'affairaient avec une concentration touchante. Ils pliaient des centaines de fleurs en papier crépon blanc, pêche et lavande. Ils découpaient des guirlandes, ils peignaient des cartons d'invitation. Ils avaient un but, une mission. Monsieur Barnabé, 80 ans, un ancien musicien d'orchestre symphonique qui ne parlait presque plus depuis la mort de sa femme et s'était enfermé dans le silence, est venu me voir un après-midi, timide. Il tenait un vieil étui à violon poussiéreux contre sa poitrine.
Ses mains tremblaient un peu à cause de la maladie de Parkinson, mais ses yeux brillaient d'une lueur que je n'avais jamais vue. Je m'entraîne, a-t-il bégayé d'une voix rouillée. Pour votre entrée dans la salle. La vie en rose. Si vous voulez bien. Si vous acceptez qu'un vieux fou joue pour vous. J'en ai eu le souffle coupé, les larmes aux yeux. Monsieur Barnabé, ce serait un honneur immense. Il n'y a personne d'autre que je voudrais entendre. Madame Georgette, qui ne quittait jamais son lit à cause de ses jambes paralysées, a demandé à sa fille de fouiller dans son coffre à bijoux resté à la maison. Elle m'a fait appeler dans sa chambre quelques jours avant la cérémonie. Elle m'a tendu une petite broche en nacre ancienne, délicate et magnifique. C'est quelque chose de vieux, a-t-elle dit avec un sourire édenté mais radieux, plein de fierté. Pour porter chance à la mariée. Nous sommes si heureux, ma petite fleur. Vous nous donnez une raison de nous réveiller le matin. Un mariage, ici, c'est la preuve que la vie gagne toujours, même ici. J'ai réalisé à ce moment-là, avec une clarté foudroyante, que ma mère avait tout faux. Cet endroit n'était pas un lieu de mort et de tristesse. C'était un lieu rempli d'histoire, de bienveillance, de solidarité et d'une humanité brute que les galeries d'art aseptisées et froides de Diane ne connaîtraient jamais. Ces gens, des étrangers pour la plupart, me traitaient avec plus d'amour, de respect et de tendresse que ma propre chair et mon propre sang. Ils m'adoptaient. Mais alors que je me sentais portée par cette vague de solidarité inattendue, un dernier obstacle, sombre et menaçant, se dressait encore devant moi, le dîner de réconciliation imposé par mon père. 3 jours avant le mariage, mon père, Hubert, m'a appelé. Sa voix était basse, chuchotée, comme s'il avait peur d'être entendu ou sur écoute. Fleur, s'il te plaît. Je t'en supplie. Viens dîner ce soir à la maison. Ta mère veut parler. On doit trouver un terrain d'entente avant samedi. Fais-le pour moi. J'y suis allée avec Marceau, l'estomac noué, une boule d'angoisse dans la gorge. La maison de mes parents, une bâtisse bourgeoise du XIXe siècle où au plafond, me semblait plus froide et hostile que jamais. Le dîner était une mise en scène macabre, une parodie de famille heureuse. Des couverts en argent, du cristal qui tintait, et un silence pesant, lourd de reproches non dits. Diane a attendu le plat principal pour lancer son attaque, calculée et froide. Elle a posé sa fourchette avec une précision chirurgicale, s'est essuyé la bouche et m'a fixé. Bon. Puisque tu es entêté comme une mule et que tu refuses d'entendre raison malgré tout ce que je t'ai dit, voici comment les choses vont se passer samedi. Elle a sorti un petit carnet de son sac, comme si elle dictait des clauses contractuelles pour une affaire commerciale. Ton père et moi viendrons à la cérémonie. C'est notre devoir de parents, et je ne veux pas donner aux gens l'occasion de jaser. Mais, elle a levé un doigt manicuré pour m'interrompre avant que je ne puisse parler, écoute bien mes conditions. Nous nous assiérons au dernier rang, près de la sortie. Nous ne participerons pas aux photos de groupe. Nous ne resterons pas pour la réception si on peut appeler ça une réception. Nous partirons immédiatement après l'échange des vœux et les signatures. Je refuse de manger dans cette cantine. Elle a pris une gorgée de vin, ses yeux fixés sur moi avec un défi absolu. Et je t'interdis formellement de poster des photos de nous dans ce lieu sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas être associée à cette déchéance visuelle. C'est clair? Daphné, assise en face de moi, pianotait frénétiquement sur son téléphone en ricanant doucement. De toute façon, qui voudrait voir ça? A-t-elle murmuré, assez fort pour que je l'entende, sans lever les yeux de son écran. C'est le mariage le plus gênant de l'année. #PovertyWedding. J'ai regardé mon père. Hubert fixait son assiette de potage comme si elle contenait les secrets de l'univers, les épaules voûtées, l'air battu. Papa? Ai-je dit doucement, ma voix tremblant d'émotion. Tu es d'accord avec ça? Tu vas laisser maman traiter le mariage de ta fille comme une corvée honteuse? Tu vas laisser Daphné m'insulter devant toi? Hubert a levé les yeux un instant. J'y ai lu de la détresse, une immense tristesse, mais surtout une lâcheté abyssale. Il a jeté un coup d'œil craintif vers Diane, qui le foudroyait du regard. Écoute ta mère, Fleur. Elle veut juste ce qu'il y a de mieux pour l'image de la famille. Faisons les choses, discrètement. Ne faisons pas de vagues.
Quelque chose s'est brisé en moi à cet instant précis. Ce n'était pas de la tristesse, c'était le dernier lien de respect que j'avais pour lui qui venait de rompre. Il m'abandonnait, encore une fois. Je me suis levée, ma chaise raclant bruyamment le parquet ciré, brisant le silence poli. Très bien, ai-je dit, ma voix devenant étrangement calme et forte. Venez si vous voulez. Partez quand vous voulez. Je m'en moque. Mais sachez une chose, mamie Léontine, elle, sera au premier rang. Et elle sera plus digne, plus noble dans son fauteuil roulant et sa robe démodée que vous ne le serez jamais dans vos costumes de créateur et votre mépris. On s'en va, Marceau. Nous avons laissé nos assiettes pleines, intactes. En sortant de la salle à manger, j'ai entendu Diane crier derrière moi, perdant son sang-froid. Tu le regretteras, Fleur. Tu finiras seule et misérable. Tu reviendras en rampant. Le matin de mon mariage, le soleil de Limoges a percé les nuages gris habituels, inondant la ville d'une lumière dorée, presque irréelle. C'était comme un signe du destin, une bénédiction du ciel. Je me suis préparée dans une petite salle de repos des infirmières que le personnel avait transformée en suite nuptiale de fortune. Il n'y avait pas de champagne millésimé, pas de maquilleuse star, mais du café chaud dans des gobelets en carton et des croissants frais apportés par Chantal. L'ambiance était joyeuse, fébrile, pleine d'amour. Quand je suis entrée dans la salle commune pour la première fois, j'ai eu le souffle coupé. Je ne reconnaissais plus l'endroit. C'était magique. Les murs beiges institutionnels et tristes étaient drapés de voilages blancs vaporeux qui dansaient dans la brise. Des guirlandes lumineuses scintillaient comme des milliers d'étoiles au plafond, créant une atmosphère féerique. Partout, il y avait les fleurs en papier crépon faites par les résidents, mélangeant des teintes douces de pêche, de blanc et de lavande. Ce n'était pas le château de Versailles, c'était mieux. C'était un cocon d'amour pur, fait main. Les résidents étaient là, tous sur leur 31. Les hommes avaient mis des cravates parfois un peu de travers, les femmes avaient sorti leurs plus beaux foulards en soie et leurs bijoux fantaisie. Et au premier rang, trônant comme une reine, il y avait mamie Léontine. Le personnel l'avait aidée à s'habiller avec un soin infini. Elle portait une robe en soie bleue qu'elle n'avait pas mise depuis 20 ans, un peu trop grande pour elle maintenant, mais magnifique. Elle était coiffée, légèrement maquillée, et malgré la douleur visible dans ses traits tirés par la maladie, elle rayonnait d'une joie pure et contagieuse. La cérémonie devait commencer à 14h précises. À 14h15, mes parents et Daphné n'étaient toujours pas là. Un murmure d'inquiétude commençait à parcourir l'assemblée. Marceau me serrait la main devant l'autel improvisé, une arche fleurie faite par le jardinier de l'EHPAD. « On commence » a-t-il murmuré, sentant ma tension monter. J'ai regardé l'heure, j'ai regardé mamie. J'ai hoché la tête. On commence. On ne les attend plus. Au moment précis où M. Barnabé a posé son archet sur les cordes et a commencé à jouer les premières notes tremblantes mais justes de la vie en rose, la porte du fond s'est ouverte avec fracas. C'était eux. Diane, Hubert et Daphné. Ils sont entrés non pas avec discrétion et humilité, mais avec une arrogance bruyante qui a fait se retourner toute la salle. Le bruit des talons aiguilles de Diane claquait sur le carrelage comme des coups de feu dans le silence recueilli. Le choc a parcouru l'assemblée. Ils étaient habillés, en noir. Intégralement. Pas un noir élégant de soirée ou de gala. Un noir austère, sombre, lourd. Diane portait un tailleur strict et de grandes lunettes de soleil noires qu'elle n'a pas retirées, comme si elle assistait à des funérailles ou voulait cacher son identité de honte. Daphné, derrière elle, mâchait un chewing-gum la bouche ouverte, le nez collé à son écran de téléphone, ne daignant même pas lever les yeux vers moi. Un murmure choqué a parcouru les rangs des résidents et du personnel. Même mamie Léontine a tourné la tête difficilement, son sourire vacillant un instant en voyant sa propre fille habillée pour un deuil, avant de revenir se poser sur moi, plus fort, plus déterminé encore. Ils se sont assis au tout dernier rang, isolés, refusant de se mêler aux autres invités, créant une bulle de froideur au fond de la salle. J'ai pris une grande inspiration, j'ai regardé Marceau dans les yeux, puis mamie. Et j'ai décidé à cet instant qu'il n'existait pas. Ce jour était le nôtre, pas le leur. Il ne me volerait pas ma joie. La cérémonie a été simple, poignante, vraie. Quand j'ai prononcé mes vœux,
la voix tremblante mais rassurée, j'ai dit, je promets de chérir ce qui est vrai, de protéger ce qui est fragile, et de ne jamais laisser les apparences dicter notre bonheur. Je promets d'aimer les rides et les cicatrices autant que la jeunesse. J'ai vu Chantal essuyer une larme discrète. J'ai vu mamie opiner du chef, fière. Au fond de la salle, j'ai vu ma mère regarder sa montre avec impatience, comme si elle attendait la fin d'un mauvais film. Après l'échange des alliances et le baiser, est venu le moment traditionnel de la première danse. Habituellement, c'est le moment sacré où la mariée danse avec son père. J'ai regardé vers le fond de la salle, un dernier espoir fou traversant mon esprit. Hubert n'a pas bougé d'un millimètre. Il était pétrifié, cloué sur sa chaise sous le regard de garde-chiourme de ma mère. Il a baissé les yeux, incapable de soutenir mon regard. Alors, Marceau a fait quelque chose de magnifique, un geste qui restera gravé dans mon cœur pour l'éternité. Il a pris ma main fermement et, au lieu de m'entraîner au centre de la piste, nous nous sommes dirigés ensemble vers Mamie Léontine. « Mamie, m'accordez-vous cette danse ?» a-t-il demandé en s'agenouillant près de son fauteuil, comme un prince devant une reine. Avec l'aide de Marceau et d'une infirmière, nous avons fait pivoter doucement son fauteuil roulant jusqu'au centre de la piste. Je me suis penché vers elle, prenant ses mains fragiles et froides dans les miennes, tandis que Marceau guidait le fauteuil en douceur, tournant lentement au rythme de la musique. C'était une valse à trois. Une valse imparfaite, lente, atypique, mais d'une beauté déchirante. Je voyais les larmes couler librement sur les joues parcheminées de ma grand-mère. Elle pleurait de bonheur. Elle a resserré ses doigts sur les miens avec une force surprenante pour son état. Elle m'a fait signe de me pencher plus près. J'ai approché mon oreille de ses lèvres. La musique semblait s'estomper autour de nous. Sa voix était un souffle rauque, mais chaque mot s'est gravé dans mon âme au fer rouge. Ma petite fleur. Je suis si heureuse d'avoir vécu assez longtemps pour voir ça. Tu as choisi un homme bon. Tu as choisi la vie. Tu as choisi l'amour. Maintenant je peux partir en paix. Je ne crains plus rien. Je t'aime plus que tout au monde. J'ai éclaté en sanglots, la tête posée sur ses genoux, là, au milieu de la piste de danse, dans ma robe blanche, indifférente au maquillage qui coulait. C'était un adieu, je le savais au plus profond de moi. Mais c'était un adieu rempli de lumière, de grâce et de gratitude. À cet instant précis, un flash a crépité. Léo, le meilleur ami de Marceau et photographe professionnel talentueux, avait capturé ce moment, moi à genoux, Marceau tenant le fauteuil avec tendresse, et le visage de mamie transfiguré par l'extase et les larmes. Une image d'une puissance absolue. Au même moment, presque en contrepoint, j'ai entendu des chaises racler le sol violemment au fond de la salle. Je me suis relevée juste à temps pour voir le dos de ma mère, de mon père et de ma sœur disparaître par la porte de sortie. Ils sont partis sans dire un mot, sans venir nous féliciter, sans un regard pour la femme qui les avait mis au monde et qui pleurait de joie à quelques mètres d'eux. Ils avaient tenu leurs promesses sinistres, ils avaient fait acte de présence, coché la case, et ils fuyaient la honte qu'ils croyaient voir. Je ne savais pas encore que leur fuite lâche allait causer leur perte. Et que la photo que Léo venait de prendre allait devenir l'arme de ma vengeance involontaire, l'instrument du karma. La réception a continué dans une ambiance chaleureuse et intime, débarrassée de la toxicité de ma famille. Nous avons mangé le gâteau avec les résidents, nous avons ri, nous avons chanté des vieilles chansons françaises. C'était, contre toute attente, le plus beau jour de ma vie. Le soir, Marceau et moi sommes rentrés chez nous, épuisés physiquement mais le cœur comblé. Nous avons décidé de couper nos téléphones pour rester dans notre bulle et profiter de notre nuit de noces. Pendant que nous dormions paisiblement, Internet s'enflammait. Une tempête numérique se préparait. Léo, touché par l'émotion brute de la journée, avait posté la photo de la danse sur son compte Instagram professionnel vers 22h. La légende qu'il avait écrite disait « On dit souvent que le lieu fait le mariage. » Aujourd'hui, j'ai vu la preuve du contraire. Ce couple a déplacé tout son mariage dans un EHPAD pour que la grand-mère de la mariée puisse y assister, car elle ne pouvait plus se déplacer. L'amour n'a pas besoin de château ou de dorure. L'amour est là, dans ce regard. #vrai mariage, #amour inconditionnel, #EHPAD, #famille. L'image était puissante, virale par essence.
La lumière, l'émotion brute, le contraste saisissant entre ma robe blanche immaculée et le fauteuil roulant médical. C'était de l'art, c'était de l'humain. Mais ce qui a propulsé l'histoire dans la stratosphère, c'est l'intervention malveillante et stupide de Daphné. Vers minuit, sans doute ivre ou frustrée de ne pas être le centre de l'attention ce jour-là, Daphné avait posté une story sur son propre compte public, qui comptait 15 000 abonnés. Elle avait pris une photo volée pendant la cérémonie, floue et mal cadrée, de moi de dos, avec en arrière-plan un équipement médical, et avait écrit en grosses lettres, POV, quand ta sœur force tout le monde à un mariage en maison de retraite. L'odeur est indescriptible. Sauvez-moi, je vais vomir. Hashtag honte, hashtag mariage de pauvres, hashtag cauchemar, hashtag famille de dingue. L'algorithme des réseaux sociaux a fait le reste. Des gens ont vu le post viral de Léo, plein d'amour et de respect. Puis, des détectives amateurs d'Internet ont trouvé le post de Daphné grâce au hashtag ou à la géolocalisation. La juxtaposition des deux perspectives a provoqué une onde de choc immédiate. D'un côté, le sacrifice pur et l'amour filial. De l'autre, le snobisme crasse, la méchanceté gratuite et le manque de respect envers les aînés. Le lendemain matin, à 8h00, nous avons été réveillés non pas par le réveil ou le chant des oiseaux, mais par des coups violents, frénétiques, contre notre porte d'entrée. On aurait dit que la police faisait une descente. J'ai enfilé un peignoir à la hâte, encore ensommeillé, et j'ai ouvert, le cœur battant. Diane et Daphné se sont engouffrés dans mon salon comme des ouragans dévastateurs. Diane était livide, sans une trace de maquillage, les cheveux en bataille, méconnaissable. Daphné pleurait de manière hystérique, son mascara coulant sur ses joues, reniflant bruyamment. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a hurlé Diane, la voix brisée par la panique. « Qu'est-ce que tu as fait, espèce de petite ingrate ? Tu nous as tués. » Je n'y comprenais rien, clignant des yeux. « De quoi tu parles ? Qu'est-ce qui se passe ? Regarde. Regarde ça. » Daphné m'a mis son téléphone sous le nez avec agressivité. La photo de Léo avait déjà 200 000 j'aime. Elle avait été partagée par des pages énormes, des médias locaux, des associations. Mais ce n'était pas tout. Sous le post de Daphné qu'elle avait effacé dans la nuit, mais trop tard, les captures d'écran tournaient partout, c'était le lynchage public. Les commentaires défilaient à une vitesse folle, incontrôlable, cette sœur est une ordure matérialiste. Comment peut-on se moquer de sa grand-mère mourante ? La mariée est un ange, la sœur est une sorcière sans cœur. Boycotter cette influenceuse. Signaler son compte. Je perds 100 abonnés par minute. A glapi Daphné, s'arrachant presque les cheveux. Et la marque de vêtements avec qui je devais signer un gros contrat lundi vient de m'envoyer un mail pour annuler. Ils disent que je ne corresponds pas à leurs valeurs d'inclusivité et de respect. Tu as ruiné ma carrière. Tout est fini. Diane tremblait de rage, les mains crispées. Et moi ? Tu as pensé à moi ? Des clients appellent la galerie depuis ce matin pour annuler leur rendez-vous, pour demander si c'est vrai que j'ai abandonné ma propre mère le jour du mariage de ma fille. Quelqu'un a zoomé sur une photo de la cérémonie et m'a reconnu au fond de la salle avec mes lunettes noires. Ils disent que j'ai l'air d'un vautour attendant la mort. Ma réputation est en lambeaux. La scène dans mon petit salon était surréaliste, presque théâtrale. Ma mère et ma sœur, ces deux femmes qui m'avaient toujours regardé de haut, qui m'avaient jugé toute ma vie, étaient maintenant en train de s'effondrer devant moi, à ma merci. Tu dois faire quelque chose, a ordonné Diane, retrouvant par réflexe son ton autoritaire. Appelle ton photographe immédiatement. Dis-lui de supprimer la photo. Tout de suite. Dis-lui que c'est une violation de la vie privée. Et toi, a renchéri Daphné entre deux hoquets de sanglots, tu dois poster un message public. Dis que c'était une blague entre nous, un private joke. Dis que ma story a été piratée. Dis que nous t'avons soutenu. Invente quelque chose, bon sang. Sauve-nous. J'ai regardé Marceau. Il était adossé au mur du fond, les bras croisés, un calme olympien sur le visage. Il ne disait rien, il me laissait gérer. Il savait que c'était ma bataille, mon moment de vérité. J'ai pris une profonde inspiration. Toute ma vie, j'avais eu peur d'elle.
Peur de leur jugement, peur de leur rejet, peur de ne pas être assez bien. Mais ce matin, en les voyant si pathétiques, si obsédées par leur image alors qu'elles venaient de vivre un moment sacré sans rien ressentir, ma peur s'est évaporée comme brume au soleil. Elles n'étaient pas fortes. Elles étaient vides. Non, ai-je dit calmement, ma voix ne tremblant plus. Le silence est tombé dans la pièce, lourd, étouffant. Pardon? A sifflé Diane, n'en croyant pas ses oreilles. Qu'est-ce que tu as dit? Non. Je ne demanderai pas à Léo de supprimer la photo. C'est la plus belle photo de mamie et moi, le souvenir le plus précieux que j'ai. Et je ne mentirai pas pour sauver vos fesses ou votre carrière. Vous avez posté ce que vous pensiez vraiment. Vous avez agi comme vous êtes vraiment, égoïste et froide. Assumez les conséquences de vos actes. C'est ça, la vie d'adulte. Diane a ouvert de grands yeux, choquée, comme si je venais de la gifler physiquement. Son visage est passé du pâle au rouge brique. La rage l'a envahi. Elle a levé la main, menaçante, s'avançant vers moi avec l'intention de me frapper. Tu vas faire ce que je dis, petite insolente, sinon je te jure que je... Elle n'a pas fini sa phrase. Elle n'a jamais pu abaisser sa main. Une main ferme, puissante, a saisi son poignet en l'air et l'a bloqué. C'était Hubert. Mon père. Il était entré silencieusement derrière elle, la porte étant restée ouverte. Il était resté dans l'embrasure, écoutant tout. Je ne l'avais même pas vu. Il a serré le poignet de Diane avec une force que je ne lui connaissais pas et l'a baissé lentement mais fermement. Hubert? Lâche-moi. Tu me fais mal. A crié Diane, surprise et effrayée. Ça suffit, a dit mon père. Ce n'était pas un murmure. Ce n'était pas la voix faible et conciliante que je connaissais depuis 30 ans. C'était une voix basse, grondante, vibrante de décennies de colère refoulée et de silence coupable. Ça suffit, Diane. Tu ne la toucheras plus jamais. C'est fini. Il a lâché son poignet avec dégoût et s'est tourné vers Daphné qui s'était figée. Et toi, arrête de pleurnicher sur ton sort. Tu as passé ta vie à juger les autres derrière ton écran, à te moquer des gens ordinaires. Aujourd'hui, le monde te juge en retour. C'est ça, la justice. C'est ça, le karma. Apprends. Diane et Daphné le regardaient, bouche bée, les yeux écarquillés, comme si un extraterrestre venait d'atterrir dans le salon. Hubert, tu perds la tête? A balbutié Diane, cherchant un allié. Elles nous détruisent. Tu ne vois pas? Non, a coupé mon père sèchement. Nous nous sommes détruits nous-mêmes. Hier, j'ai eu honte. Pas de fleurs. Pas de l'EHPAD. J'ai eu honte de nous. J'ai eu honte de porter ces lunettes noires ridicules. J'ai eu honte de fuir comme un voleur après la danse. J'ai vu le bonheur pur de ma mère, ses larmes de joie, et je n'ai pas eu le courage de le partager, de la serrer dans mes bras, parce que j'avais peur de toi, Diane. J'ai été un lâche. Il s'est tourné vers moi, et j'ai vu des larmes couler sur ses joues mal rasées. Pardonne-moi, Fleur. J'ai été un père lamentable. J'ai laissé ta mère et ta sœur te traiter comme une moins que rien pendant des années parce que je voulais la paix, parce que j'étais faible. Mais hier, quand je t'ai vue avec maman, j'ai compris qui était la vraie femme forte de cette famille. C'est toi. Il a regardé Diane droit dans les yeux, un regard d'acier. Je ne vivrai plus dans le mensonge, Diane. Je ne serai plus ton pantin. C'est fini. Laisse Fleur tranquille. Sortez d'ici, toutes les deux. Maintenant. Daphné a cessé de pleurer, stupéfaite. Diane a ouvert la bouche pour répliquer, l'a refermée, a regardé son mari qu'elle avait dominé et écrasé toute sa vie se dresser enfin contre elle. Elle a compris qu'elle avait perdu, définitivement. Son règne de terreur était terminé. Sans un mot, le visage fermé, elle a pivoté sur ses talons et est sortie de l'appartement. Daphné a suivi, tête basse, comme un petit chien battu. Le silence est retombé dans le salon. Mon père m'a ouvert les bras, maladroitement, et je m'y suis jetée, pleurant comme une petite fille de 5 ans. J'avais perdu une mère et une sœur, peut-être, mais j'avais retrouvé mon père. Honnêtement, à ma place, qu'auriez-vous fait?
Auriez-vous cédé au chantage de votre mère pour sauver la paix familiale, ou auriez-vous tenu bon comme je l'ai fait? Dites-le-moi en commentaire. La tempête médiatique a duré quelques jours, intense, violente, puis Internet est passé à autre chose, comme toujours. Une nouvelle polémique a chassé la nôtre. Daphné a dû fermer ses comptes temporairement pour arrêter l'hémorragie de haine. La galerie de Diane a reçu quelques mauvaises notes et des regards en biais dans la rue, mais elle a survécu financièrement. Mais le vrai dénouement de cette histoire n'était pas numérique. Il était réel, charnel, définitif. 3 jours après notre mariage, le téléphone a sonné à 4 heures du matin. Quand le téléphone sonne à cette heure-là, on sait. On sait avant même de décrocher que le monde vient de changer. C'était l'infirmière de nuit de l'EHPAD. Le cœur de mamie Léontine s'était arrêté dans son sommeil, doucement, sans douleur. L'infirmière, la voix brisée par l'émotion, m'a dit, elle est partie sereine, madame. Je suis passée la voir à 3 heures. Elle tenait la photo de votre mariage que nous lui avions imprimée et encadrée sur sa table de nuit. Elle avait un sourire sur le visage. Elle a attendu. Elle a attendu de vous savoir heureuse. Nous savions que cela arriverait. C'était pour cela que nous avions tout précipité, tout changé. Mais la douleur était quand même une marée noire qui m'a submergée, me coupant le souffle. Cependant, au milieu de cette douleur dévastatrice, il y avait une profonde consolation, nous avions réussi. Elle était partie en sachant qu'elle était aimée, incluse, célébrée. Elle n'était pas morte seule dans une chambre blanche stérile en attendant un événement qui n'arriverait jamais. Elle était partie avec le souvenir de la musique, des fleurs et de notre danse. L'enterrement a eu lieu une semaine plus tard, dans la petite église de son quartier d'enfance. C'était étrange et magnifique. Il y avait la famille, bien sûr, tendue. Mais il y avait aussi beaucoup d'inconnus. Des gens de la région qui avaient vu l'histoire sur les réseaux sociaux, des résidents de l'EHPAD qui pouvaient se déplacer, le personnel soignant au complet, venu sur son temps libre. L'église était remplie de fleurs. Pas les couronnes mortuaires habituelles, froides et formelles. Mais des centaines de fleurs en papier crépon coloré, un peu froissées, apportées par les amis de mamie de la maison de retraite. C'était un arc-en-ciel d'amour. Diane était là. Elle avait vieilli de 10 ans en une semaine. Elle se tenait à l'écart, près de Daphné, voûtée. Elle ne portait pas de lunettes noires cette fois. Ses yeux étaient rouges et cernés. Au moment de la mise en terre, quand le prêtre a fini sa bénédiction, je l'ai vue s'approcher du cercueil en chêne clair. Elle a posé sa main gantée sur le bois. Ses épaules ont commencé à trembler violemment. Et là, devant tout le monde, la dame de fer, la femme qui ne pleurait jamais, s'est effondrée. Elle est tombée à genoux dans la terre, poussant un cri rauque, animal. Maman. Pardon. Maman. Elle ne pleurait pas pour l'image. Elle ne jouait pas la comédie. Elle pleurait parce qu'elle réalisait, trop tard, l'irréversible. Sa mère était partie. Et les derniers souvenirs qu'elle avait d'elle étaient ceux du mépris, de la honte et de la fuite. Elle n'avait pas dit au revoir. Elle n'avait pas dit je t'aime. Elle avait échangé les derniers instants sacrés de sa mère contre 15 minutes de snobisme mal placé. Et elle devait maintenant vivre avec ce poids pour le reste de ses jours. C'est la punition la plus cruelle qui soit, vivre avec le regret éternel de ce qu'on n'a pas fait, des mots qu'on n'a pas dit. 1 an a passé depuis ce tourbillon. Beaucoup de choses ont changé dans notre paysage familial. Hubert, mon père, a finalement trouvé le courage de quitter la grande maison froide. Il vit maintenant dans un petit appartement lumineux en centre-ville. Il a l'air plus jeune, plus léger. Il rit plus fort. Il vient dîner chez nous tous les dimanches et il a recommencé à dessiner, sa passion de jeunesse, juste pour le plaisir. Il est enfin lui-même. Daphné a traversé une longue période de dépression. Elle a tenté de revenir sur les réseaux sociaux, mais elle a changé. Elle a perdu beaucoup de ses followers superficiels, mais elle essaie de construire quelque chose de plus authentique, moins centré sur le paraître. Elle m'a écrit une longue lettre d'excuses, 6 pages manuscrites où elle admettait sa jalousie et son vide intérieur. Nous ne sommes pas encore les meilleurs amis du monde, la confiance est une plante longue à repousser, mais nous nous parlons. Nous essayons. Et Diane?
Diane est toujours Diane, on ne change pas totalement à 60 ans, mais la fissure est là, visible. Elle a vendu une partie de ses parts dans la galerie. Elle passe ses jeudis après-midi à faire du bénévolat à la bibliothèque de l'hôpital, lisant pour des malades. C'est sa façon, maladroite et silencieuse, d'essayer de racheter sa conscience, de payer sa dette envers sa mère. Elle ne parle jamais de ce jour-là, c'est trop douloureux, mais je vois dans son regard une tristesse qui ne la quitte plus, une ombre permanente. Quant à Marceau et moi, nous avons fêté notre premier anniversaire de mariage hier. Nous ne sommes pas allés au restaurant chic ni en voyage exotique. Nous sommes retournés au jardin de la Briance. Nous avons apporté un énorme gâteau au chocolat et des boîtes de madeleine maison pour tout le monde. Monsieur Barnabé était là, son violon à la main, jouant encore un peu tremblant. Madame Georgette n'est plus, elle a rejoint mamie quelques mois plus tard, mais sa fille nous a envoyé une carte chaleureuse. En regardant la salle commune, je n'ai pas vu les murs beiges ou les fauteuils médicalisés. J'ai vu le lieu où notre famille a explosé pour mieux se reconstruire sur des bases saines, sur la vérité. J'ai vu le lieu où l'amour a gagné la guerre contre l'ego. J'ai appris une leçon inestimable grâce à mamie Léontine, une leçon que je garderai toute ma vie. Le vrai luxe, ce n'est pas le marbre, le cristal ou la soie. Le vrai luxe, c'est le temps qu'on passe avec ceux qu'on aime avant qu'il ne soit trop tard. Le vrai luxe, c'est d'avoir la conscience tranquille quand on pose la tête sur l'oreiller le soir. Mon mariage n'a pas été celui dont rêvait ma mère. Il n'a pas été parfait selon les standards des magazines. Il a été bien mieux. Il a été vrai. Et vous? Quelle est votre histoire? Avez-vous déjà sacrifié les apparences pour sauver l'essentiel? Avez-vous vécu un moment où le karma a frappé ceux qui vous ont fait du mal? Je veux tout savoir, vos histoires me nourrissent. Écrivez votre expérience dans les commentaires ci-dessous, je les lis tous avec attention. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a touché, et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires de vie, de courage et de vérité. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.